Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Germain, merci d'avoir accepté l'invitation que je t'ai faite. Comment vas-tu ? Eh ben, salut Bernard, salut François, pardon. Eh ben, écoute, eh ben, ça va très bien pour le café de 20h30, hein, le fameux. Voilà. Je l'attends. Ok, super. Alors pour la petite histoire, on était en train de parler vélo juste avant parce que mon nom de famille est Hinault et donc voilà. Donc voilà pour la petite histoire avec Bernard. Écoute, la question traditionnelle avant de vous présenter l'émission, Germain, la question traditionnelle de cette émission, c'est que tu nous racontes ton premier trail. Ah oui, alors d'accord, je sais pas si préparé, hein. Ouais, je sais pas si on veut vraiment bon, entendre ça, oui, mais le voir, c'était pas très beau. Je pense que je me serais fait arrêter par la brigade du style, à mon avis, parce que c'était assez dégueulasse. Okay. Alors je dirais que alors je suis un doute sur la date, mais je crois que c'est 2011. J'avais un pote à l'époque qui m'avait dit ouais, il faut que tu fasses du trail, c'est vraiment sympa. Moi à l'époque j'étais plus dans le vélo. Déjà je commençais à me blesser pas mal en vélo, du coup le trail je me suis dit bon bah là normalement je vais commencer à me blesser assez sérieusement. C'était 20 km je crois, donc c'était quand même pas anodin. Et c'était le trail du Moulinet. D'accord. Un joli nom. Un joli nom dans les Alpes-Maritimes 06, au-dessus de Sospel, au-dessus de Menton carrément. Et du coup, bah ouais, comme je faisais du vélo à l'époque, j'ai couru en maillot de vélo avec les poches à l'arrière. Voilà. Et puis voilà, j'avais pris mes gels de vélo, hein, et puis voilà, j'ai fini complètement explosé. Mais du coup, ça m'a plu. Et du coup, petit à petit, bah, j'ai continué. Mais c'est vrai que c'était une découverte assez sympa. Et puis forcément, parti trop vite. Toutes les erreurs classiques, hein, je les ai toutes cochées, quoi. Ok, ça marche. Donc en 2011, premier trail de 20 km. Et donc suite à ça, tu t'es dit, juste après, est-ce que tu t'es dit le fameux plus jamais ou t'as renchaîné tout de suite et puis c'était parti pour l'aventure ? Je crois qu'il y a eu un laps de temps quand même. Il y a eu quelques mois où j'ai continué à courir comme ça un petit peu. C'était une époque où en fait moi avant je faisais du vélo et bon je me suis blessé et c'est cette époque où bon forcément je pouvais plus trop faire de vélo et j'ai basculé dans la course à pied. En même temps je finissais mes études, donc pas trop de temps. Je faisais du vélo où je m'entraînais beaucoup en volume et la course à pied ça m'allait bien parce que au bout de 45 minutes à 1 heure, j'étais complètement explosé. D'accord. Du coup, je me suis dit, c'est sympa comme sport, en fait. Très, très rapidement, ça n'allait pas, quoi. Donc, j'avais
un peu le physique, mais j'avais pas du tout le châssis, quoi. Du coup, très rapidement, je me blessais. Et donc petit à petit, ouais, j'ai laissé passer quelques mois où je faisais peut-être des petites courses, tu vois, des verticales, des trucs comme ça. Et ouais, bon, il y a eu quand même 2012, 2013 ou 2014 où ouais, j'ai pas fait bien plus que 20 kilomètres. À chaque fois, j'avais des problèmes, j'avais des TFL, des trucs comme ça. Ouais, j'ai Donc, mis tu fais un pas bout de partie de temps. tu fais pas partie de ces coureurs élites qui ont été bons tout de suite. Non, 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 parce que la course à pied, c'était vraiment, bah, tu sais, quand tu toujours, bah, j'ai commencé par le ski, un sport porté, le ski de rando, sport porté, le vélo, sport porté, le VTT pareil. Mm. Et je pense que ouais, j'avais pas vraiment le physique du coureur et surtout zéro technique en fait. Les seuls trucs que j'avais fait avant, c'était des marches l'été en montagne et des descentes où je trottinais avec des chaussures de marche, quoi. Mais rien de fou. Donc forcément, quand tu te mets à courir, il y a rien qui tenait, quoi. Ok. Du coup, au début, ouais, je faisais 10 bornes, j'avais des tendinites à tous les genoux, quoi. Je sais pas comment ils font les gens. Du coup, j'ai eu, mais c'est assez récurrent ça. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais été très fort dès le début, quoi. J'en ai Ok, donc toujours en fait, chié. t'es un gros bosseur quoi, pour en arriver au niveau où t'es maintenant. T'as dû passer par. Enfin, du coup, tu peux dire que la génétique chez toi, ça fait pas tout, quoi. T'es l'exemple Non, de. non, ça fait pas tout. Ouais. Ouais, non, je dis clairement, j'ai pas vraiment un gros moteur. On va dire que maintenant, je le connais mieux. Ouais. Donc du coup, j'arrive un petit peu à l'ajuster. Mais non, j'ai pas un gros moteur et physiquement, au début, j'étais assez fragile. Donc c'est vraiment sur le tas et en essayant d'analyser les trucs que j'ai réussi à optimiser. Mais au début, non, c'est pas du tout un déclic ou c'est pas du tout venu comme ça, quoi. Ok, ça marche. Alors, pour tous ceux qui découvrent l'émission Café Trailer qui se déroule le soir, le principe c'est que vous pouvez poser toutes vos questions à Germain durant toute l'émission pendant 1 heure. Et on a du coup une des anecdotes ou une des traditions, une des choses qui se passent chez toi, c'est que tout le monde t'appelle Serge. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tout le monde t'appelle Serge. Serge, bah, en fait, c'est avec un pote, Julien Jorot, là, qui habite dans les Pyrénées, que j'ai rencontré dans l'intermédiaire du team Garmin, où j'ai un petit peu fait mes débuts dans le trail. Et en fait, ça vient du fameux Serge le Mytho, qui était une web série à l'époque, où en gros, bah, c'est un personnage qui raconte constamment bah, des mythos, qui se prend pour celui qui n'est pas, etc. Et du coup, c'est vrai que à chaque fois qu'on discute ou qu'on se dit, bah, tiens, j'ai fait tel entraînement à telle vitesse ou tel machin, voilà, on se traite toujours de Serge parce que forcément, voilà, on se prend pas au sérieux et petit à petit, c'est un truc qui m'a collé à la peau parce que en voilà, j'ai toujours un petit peu ce second degré, forcément qui est ma nature d'être et voilà, surtout en termes de communication, j'aime bien me mettre dans la peau de ce personnage parce que au moins j'ai pas l'impression de toujours parler de moi et voilà, je me mets en scène un peu à travers de ce personnage qui existe pas trop, quoi, mais qui est complètement ouais, qui est complètement mytho, ouais, sur tout, quoi, sur l'entraînement, sur la course, sur tout. Ok, parce que toi, la médiatisation, le truc qui va tout autour du fait d'être bon, d'être un élite en trail, ça te va pas trop, ça te correspond pas trop? Non, non, bah, je suis entièrement conscient que de nos jours, il faut vraiment, on va dire, faire le job entre guillemets, et communiquer, mais bon voilà, c'est ma façon à moi de communiquer parce que voilà, il faut se remettre un peu en question et ce qu'on fait, c'est bien, mais voilà, j'aime bien entre guillemets, faire passer des choses à travers ce personnage qui des fois, sont des choses que je pense ou des fois qui sont des choses pas du tout que je pense, mais voilà, c'est vrai qu'au final quand on fait du sport, quand on remet ça un petit peu en perspective et tout ce qu'on construit, voilà, des fois,
voilà, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Oui, non. Voilà, c'est l'histoire de mettre des fois un petit peu en perspective, à travers des blagues, ce qu'on fait, comme je disais la fois dernière, faire du sport, de façon, déraisonnée, c'est ce qu'on fait tous les jours, mais on essaye de s'entraîner de façon raisonnée, quoi. Donc, en gros, on fait quelque chose, en s'entraînant pour l'ultra, totalement déraisonnable, mais on croit qu'on s'entraîne bien et on croit que c'est raisonné, quoi. Donc en fait, ouais, on fait n'importe quoi. Donc c'est pour ça, que j'aime bien toujours remettre en question, j'aime bien remettre en question les choses et mettre en perspective, et avec ce personnage, c'est vrai que C'est j'aime vrai, c'est bien faire ça, ouais. intéressant ça, ce que tu dis, parce que le trail, enfin, on est tous passionnés. Il y a, enfin, du moins, tous ceux qui sont en train de regarder là, la grande majorité, c'est une passion, le trail. Et on a tous un petit peu cette envie aussi d'aller explorer nos limites, peut-être aller chercher un petit peu plus loin toujours. Et pour autant, on a très peu de recul sur sur le fait de savoir si c'est bon ou pas pour notre santé, vraiment à long terme. On a très peu de recul encore là-dessus. Encore plus du coup en étant élite, parce qu'on pousse le truc jusqu'à la fin, quoi. Et toi, comment est-ce que tu le vis, ça, le fait de ne pas savoir finalement si cette pratique qu'on a est bonne ou pas? Ouais, ben voilà, je suis carrément d'accord avec toi, on a vraiment peu de recul, on n'a pas encore une génération de, bah, là, c'est en train de se faire, de jeunes qui commencent à s'entraîner, pour vraiment viser, le sport trail. Pour l'instant, je veux dire, des gens qui ont 25 à 40 ans, on vient tous d'une discipline ou d'un univers complètement différent, que ce soit le vélo, la montagne, le ski de fond, l'orientation, bah, j'en passe, hein. Et on a tous convergé vers ce point-là. Au final, et voilà, on arrive avec nos backgrounds et on dit bon bah là, moi je viens de là, du coup je suis nul en plat, du coup je m'améliore en plat. Moi je viens plutôt de la piste, du coup je m'améliore en montagne. Et là, voilà, on va arriver avec des gens qui vont arriver avec cette palette, qui sera déjà développée de base. Et bon, déjà au niveau de performance, ça va complètement changer la donne. Et c'est vrai que nous, ouais, là, on est complètement en autodidacte, quoi. On fait de la peinture, quoi. Tu vois, non mais c'est vrai, c'est pour ça que j'aime bien dire, voilà, donc on n'a pas de recul, ok, bah alors tu t'entraînes 120 km par semaine, et lui il en fait 200, mais moins dénivelé, moi je fais plus de ski, lui il fait plus de ça. Donc on est vraiment à chacun à trouver sa recette, et c'est pour ça que voilà, on fait, on croit savoir, voilà, on sait rien, honnêtement. On sait pas, hein, dans 10 ans s'il faut, on a plus, ou même dans 5 ans, plus personne n'a de cartilage. On ne sait pas. Voilà. Et Donc, toi, tu es accompagné justement pour préparer tous tes objectifs, ou tu fais ça un petit peu à ta sauce au au niveau du feeling? cartilage, Un non, t'as un ortho qui te suit? non, ben non, justement, oui, je suis accompagné par Organicoach ça fait 5 ans maintenant, qui est bon, Nicolas Lebrun, qui lui faisait du Xterra, qui est la version un petit peu nature du triathlon, Mm. et bon, qui a toujours vécu en montagne, donc il a un petit peu ce côté montagne, ski de rando, etc. Donc voilà, nous, il y a un super bon feeling, mais on est carrément conscient que voilà, ce qu'on fait, ben, voilà, on essaye de partir de choses qui marchent, de choses qui sont prouvées, et après, surtout sur une discipline comme le trail qui est extrêmement difficile à cadrer. C'est-à-dire, on n'a pas de distance fixe, on n'a pas de, c'est-à-dire chaque course est différente, les ravitaux changent, la météo change, le terrain change, la distance change, d'une année à l'autre, c'est totalement différent. Donc voilà, c'est aussi ça qui nous plaît, c'est cet univers où tu es constamment, voilà, tu peux pas timer, seconde par seconde tes passages, enfin il y en a qui le font, mais enfin moi c'est pas du tout Ceux notre qui ont le approche. métronome nous écoutent. Ouais, après c'est vrai que quand tu fais un parcours, qui change pas, et des conditions qui sont assez similaires, je pense que c'est un réel avantage. Hmm. Mais après, ouais, sur l'œuvre globale, je veux dire l'œuvre globale, de l'approche trail running, voilà, on est quand même, pas mal dans des choses empiriques, et des choses,
voilà, c'est subjectif au final, hein. Chacun va trouver un petit peu sa recette et puis il y a l'aspect confiance. Tu as confiance en cet entraînement que tu as fait, cette préparation que tu as fait qui a marché. Bon, même si c'est pas optimisé, voilà, ça te donne confiance, tu as l'impression que tu progresses, et cetera. Bon, ben, voilà, c'est une recette, quoi, on va dire. Il y a une phrase que j'aime bien et je sais plus qui l'a dit. On va dire que c'est nous. Ce soir, c'est notre phrase. C'est Qui ça. dit c'est vrai en pratique, mais c'est faux en théorie. Tu vois, donc c'est l'idée où en fait dans les livres chez les coachs, personne n'a jamais vu cette pratique que tu fais et qui marche pour toi. Personne n'a jamais prouvé. Toutes les études prouvent même que ça ne fonctionne pas en théorie, mais pourtant Voilà. pour toi ça fonctionne. Et est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut continuer? Tu vois, c'est souvent la question que se posent les gens quand ils commencent une préparation pour un objectif. Ouais, non, c'est clair que je suis vraiment d'accord avec ça. C'est vrai que voilà, la théorie surtout en trail, bon, je pense que maintenant il y a de plus en plus d'études qui sont en train de se développer autour du trail, essayer de voir à plusieurs niveaux, je sais pas, au niveau des appuis, au niveau de la nutrition, etc. Mais c'est vrai que ça reste encore, il reste encore beaucoup de choses à découvrir et je pense qu'on les découvrira toutes jamais, hein. Ça reste une discipline en pleine nature avec des distances un peu débiles. Enfin, ça reste vraiment des choses qui sont poussées à l'extrême, donc c'est compliqué de comprendre quand on voit déjà qu'on a du mal à comprendre des sports qui sont très très cadrés. Voilà, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et après, ouais, je pense que ça, chacun est un peu autodidacte. Ce qui est important, c'est de se remettre en question au jour le jour, quoi. Essayer de voir ce qui marche et surtout essayer d'approcher le trail running comme une énorme palette, quoi, et où tu as plein de curseurs, quoi. Tu as la vitesse, tu as la vitesse en montée, la vitesse en descente, la technicité, la nutrition, le mental, enfin, c'est vraiment hyper vaste. Alors en plus, quand tu rentres dans le domaine de l'ultra, il y a la nutrition, il y a le sommeil, enfin, c'est très vaste et c'est ça qui est intéressant parce que chaque année, tu peux te concentrer sur 2-3 paramètres et essayer de les améliorer petit à petit. Et du coup, c'est super intéressant. Ok. Alors, ça me permet d'enchaîner avec une question qui revient souvent quand j'échange avec des athlètes élites. Et là, celle-ci, c'est Laurent qui nous la pose. Est-ce que tu vis du trail et comment est-ce que, si c'est le cas, tu fais? Oui, alors à la base, moi j'ai commencé en gros, j'étais en sport-études au lycée. Comme je te disais, en standard avant de prendre l'antenne, que du coup, je faisais du vélo, donc je commençais par le VTT, cross-country, et ensuite la route où j'étais justement en sport-études. Donc la plupart des jours, je crois que c'était 3 jours sur 5, 4 jours sur 5, on s'entraînait en fait pour faire du vélo. Et en parallèle, j'ai accédé au niveau DN1 qui est le plus haut niveau amateur. Donc là, c'est la frontière où tu commences à être plus ou moins payé pour faire du sport sans que tu sois dans le milieu professionnel. Donc là, c'était vraiment mon objectif à l'époque et donc je me suis blessé. Et donc en parallèle, j'ai continué ensuite à faire mes études de géologie. Donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en géologie. Et puis le déclic a été que je me suis inscrit à l'OCC et au final j'ai fini 3e. Je sais pas comment j'ai fait, mais assez loin du premier. Mais du coup, je me suis dit tiens, pour le trail, peut-être que je peux faire quelque chose. Du coup, c'est parti de là. Donc pendant 2-3 ans, j'ai travaillé pour Innovate dans le secteur marketing en France. Et donc là, voilà, j'avais à peu près j'avais du temps pour faire du running et du temps à travailler. Et ensuite, en 2018, on a signé avec Cathy, avec On. Et là, depuis ce moment-là, on va dire que voilà, chaque année, j'essaie de me libérer un peu plus de temps pour ma pratique. Et on va dire que sur la fin
du secteur ou du moment où j'ai travaillé pour Innovate et la transition vers On, voilà, ça a été un petit peu vraiment progressif, où j'ai essayé de libérer à chaque fois du temps. Je me dis, ok, bon, je gagne cette quantité d'argent, bon, bah, ok, je me libère plus de temps. Voilà, petit à petit, de toute façon, physiquement, je pouvais pas me mettre de 0 à 100, tu vois, ça marchait pas. Bien sûr. Sinon, j'allais tout casser, me blesser, et donc petit à petit, j'ai réussi à construire ce truc. Et voilà, ouais, depuis 2017-2018, ouais, je vis du trail ou du trail, hein, J'ai fait un avec sondage, Cathy. on dit trail. Ouais, on dit trail en France. Hein. J'ai fait un sondage. D'accord, ok. Et du coup, voilà, ouais, avec Cathy, on vit de ça. Elle est en train de finir sa thèse, comme je disais tout à l'heure, elle aura fini à peu près à mi-année de 2021. D'accord. Ok, bah c'est chouette. Ça commence à venir, quoi. Du coup, que les marques aident les trailers à pouvoir vivre de leur passion. Donc, c'est quand même super chouette que tu puisses accéder à ça. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue quand même, c'est que il y a un moment, il y a une case là, on l'a pas. C'est que tu es passé d'être en souffrance sur 20 km à 3e sur l'OCC. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir. Comment t'as fait? Ouais, il s'est passé 4 ans au moins, tu vois, parce qu'on passait de 2011 à 2015. Ouais, durant ces 4 ans, bah alors ouais, bah j'ai commencé justement avec mes coachs. Voilà, ils m'ont fait venir, ils m'ont regardé courir sur le plat et du coup ils ont éclaté de rire, quoi. Ils ont dit d'accord, ah ouais, d'accord, là ça va pas du tout, quoi. Il y a du taf. Ouais, il y a du taf. Donc au début, ouais, voilà, je faisais assez peu de course à pied et je faisais du vélo, un peu de natation. Et voilà, j'essayais d'augmenter le volume petit à petit, pas que je me blesse. Et j'ai beaucoup travaillé sur la foulée parce que je savais pas courir en fait. En courir dans le terme technique, en fait. La course à pied, c'est un sport hyper technique, mais ça n'en a pas l'air. Mm. Je fais souvent l'analogie avec l'escalade. Quand tu grimpes, bon, bah, si t'as pas la technique, tu fais 2 mètres et tu peux plus aller plus haut. Tandis qu'en course à pied, tu peux courir longtemps, mais très mal et te blesser. Donc voilà, j'ai passé du temps à essayer d'avoir une foulée qui n'est pas optimale aujourd'hui, mais qui est mieux que ce qu'elle n'était avant. Et donc voilà, petit à petit, je me suis mis à faire plus long, à essayer d'optimiser ces choses-là. Et l'OCC, c'était quand même ma plus longue course. Avant, j'avais fait que 30 bornes. C'était le bout du monde, quoi. Mais il s'avère que voilà, j'ai fait une course assez régulière et progressive, et demain, ça a un peu bâché. Et du coup, moi, je me suis retrouvé un petit peu là par hasard, et je dis, oh, ok, bon. Et du coup, ça l'a fait, quoi. Si vous me laissez la place, je la prends. Ouais, exactement, voilà. Bon. Ok, donc grosse surprise pour toi, mais ça a été quand même une progression progressive où il y a eu un moment où tu as commencé à performer et ça a été un peu brutal. Non, c'est pas vraiment brutal, hein. Comme je te dis, j'ai du mal à vraiment sauter des échelons ou passer des caps de façon très brutale. C'est toujours progressif, les choses sont lentes, ça met du temps à se connecter. Enfin, voilà, c'est vraiment pas mal de travail au quotidien. Mais ça me plaît, hein, honnêtement. Moi, j'adore l'entraînement, j'adore m'entraîner, me questionner. C'est vraiment le cœur de ma pratique. C'est vraiment ça. J'adore l'entraînement, j'adore savoir qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer certains points. Et donc, ouais, c'est toujours vraiment des micro déblocages petit à petit. Et du coup, ça arrive à la fin à des plus gros caps, mais c'est vraiment progressif. Hein. C'est pas. Enfin, j'ai rarement passé des marches comme ça, quoi. Ok, ça marche. Alors on revient justement sur le fait de ta participation, non, de ton partenariat avec On. Récemment, on a eu Xavier Thévenard aussi qui a rejoint la team. Est-ce que Jocelyn souhaiterait savoir si vous avez des projets ensemble? Écoute, non, apparemment, pour l'instant non. Après, honnêtement, je connais pas peu Xavier. On s'est croisés sur quelques courses. Voilà, on se côtoie, on se respecte, mais j'ai jamais vraiment eu une conversation, on va dire longue de plus de 2 minutes avec Xavier. Hein.
voilà, on s'entrecroise, et ce sera peut-être l'occasion de se croiser plus sérieusement et de travailler sur certaines choses ensemble. Mais voilà, c'est très récent, donc du coup, on n'a pas trop de projections à venir. Ok, ça marche. Alors, la semaine dernière, j'ai eu un échange avec Cécile Bertin qui me parlait de la Trans-Rockies. Et justement, il y a Grégory qui demande quelle expérience retiens-tu de la Trans-Rockies, course en étape que tu as fait avec Cathy. Donc, Cathy qui est ta femme, que je rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Exactement. Je suis pas encore marié, donc Pardon. faut pas déconner, quoi. Ouais, parce qu'après, enfin bref, après je vais être obligé. Ouais. Donc du coup, On sera tous invités. Ouais, voilà, c'est ça. On fera une grosse fête avec du Patrick Sébastien derrière. Et 2 tables 2000. La Festa. Non, et du coup, on parlait de la Trans-Rockies. Yeah. Yes. Alors, la Trans-Rockies, c'était vraiment super sympa. Ouais. Parce que moi, c'était ma première course aux États-Unis. Bah, généralement, on essaye d'aller une fois aux États-Unis chaque année. Parce que Cathy pour voir sa famille, et du coup, on en profite pour. Voilà, quand on fait des voyages, on essaye de rester 1 mois ou 1 mois et demi. Du coup, quand on va aux États-Unis, on essaye de rester 1 ou 2 mois. Parce que ça fait sens, forcément. Ça serait un peu con de faire un aller-retour en 1 semaine. Du coup, là, on était passé voir ses parents. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va faire la Trans-Rockies qui est je crois que c'est 6 jours de course d'affilée. Et en gros, tu bivouacs tous les soirs. Bon, c'est pas toi qui transportes ton bivouac, hein, c'est eux qui te mettent tout en place. Et c'était notre première course en duo. Et non, on avait fait la Pyramide Tahiti avant. Et du coup, ouais, super expérience. Je pense que le trail running aux États-Unis est vraiment expérimenté. Les gens, ils sont vraiment super contents. Même au début, tu te demandes si c'est pas un peu faux, quoi. Parce que tu étais là en Europe où, les gens sont un peu plus froids, et là, tu te retrouves aux US et ils disent amazing toutes les 2 secondes. Ils disent wow, so cool, amazing, wow, so cool, wow. T'es là, tu fais oui, bon, on a couru, quoi. et du coup, ouais, ils s'enflamment toujours, quoi. Mais non, c'est super sympa. Il y a des feux de camp tous les soirs et la bouffe est vraiment très bonne. Une vraie expérience. T'arrives avec ton duffel bag, là, tu le poses dans le camion et il t'emmène 6 jours. 6 jours. Ouais, après, le truc qui est dur, c'est que nous, en tant qu'Européens, on est vraiment des hommes de basse altitude. Parce que là-bas, au Colorado, tu pars à 2500 mètres et tu passes à 3005. Et toute la semaine, tu cours là-dessus. Sauf que nous, quand tu es à 2500 mètres, tu es sur des terrains comme ça, généralement. Oui. Donc, tu marches. Sauf que là, tu es à 2500 mètres comme ça. D'accord. Il faut que tu cours. Donc, tu vois, tu es vachement en pulse et tu es là, tu dis, il y a un truc qui va pas. Et en fait, non, c'est juste l'altitude. Quand tu commences à être acclimaté, c'est fini, quoi. Donc, du coup, je te dis, il faudra revenir. Mais super expérience. Ok, mais c'est vrai que ça, pour avoir fait quelques échanges avec des trailers qui sont partis justement comme ça aux États-Unis, tout le monde passe ce message que c'est une ambiance vraiment très particulière. Et toi, tu l'as constaté sur toutes les courses que tu as fait aux États-Unis? Ouais, c'est vraiment. Alors après, c'est très différent parce que nous, on a vraiment. On va dire aux États-Unis, il y a beaucoup de pros, il y a beaucoup de gens qui vivent de ça. Mais il y a très peu d'événements pro, en gros, très peu d'événements qui sont rentables et d'événements organisés vraiment professionnellement. Et nous, en Europe, c'est un peu le contraire. On a beaucoup de gros événements qui tournent bien et il y en a peu de pros. Donc après, ce qui est super marrant, c'est que du coup, les organisations sont super simples, quoi. T'es vraiment... J'avais fait la Speed Goat il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est des courses qui résonnent, hein. Quand on te dit la Speed Goat ou même quand on te dit Leadville, tu dis ouais, c'est des courses qui résonnent chez nous. Ouais. Mais vraiment, quand tu y vas sur place et d'un point de vue interne, c'est beaucoup de bénévoles, c'est des gens qui sont passionnés, qui organisent ça mais qui gagnent rien, quoi. Et du coup, tu as cette ambiance-là.
Et c'est toujours limité parce que ils évoluent sur des terrains la plupart du temps privés. Ils sont limités à 150, 200 partants. Et c'est comme ça. Du coup, les gens, ils sont super contents parce qu'ils ont été plus ou moins sélectionnés. Et il y a toujours cette atmosphère vraiment simple où, ouais, il y a jamais de matos obligatoire la plupart du temps. Mais bon, par contre, après, les règles, c'est les règles, quoi. Si c'est écrit que tu dois pas avoir l'assistance, il n'y a pas d'assistance. C'est écrit que tu dois que boire de l'eau là. Enfin, ils sont super sharp sur des trucs, alors que tu évolues dans un monde qui est plutôt très associatif et très bénévole. Tu dis, ouais, c'est la fête. Mais les règles, c'est les règles. Après, c'est les US, c'est toujours pareil. Tu mets pas ton clignotant, tu te fais arrêter par le shérif, tu passes un mauvais quart d'heure, quoi. Mais voilà, c'est le contraste des US. Et voilà, c'est vraiment cette ambiance-là et c'est super, super détente, quoi. Ok, ça marche. Non, mais c'est intéressant parce que de voir les différentes cultures du trail comme ça, parce que c'est vraiment un message qui revient souvent sur les États-Unis. Faudrait que j'explore comme ça sur les différentes cultures, même dans d'autres régions du monde. T'as eu l'occasion de constater ça, toi, dans peut-être d'autres régions où tu as eu l'occasion d'aller courir? Cette différence par rapport à la façon de voir le trail en France? Bah, ouais, le plus frayant, c'était vraiment les US et la France. Après, moi, je suis pas trop allé en Asie. J'étais pas du tout allé en Asie. Je suis allé pas mal chez les Anglais, aussi en Islande, dans les pays nordiques. Après, oui, il y a moins. C'est vrai que les US, il y a quand même pas mal de sol, enfin d'atmosphère autour de la course et c'est très axé running les US. Hein, c'est vraiment les bâtons. Enfin, c'est très axé course à pied. Ça vient plutôt du monde de l'ultra running route qui transfère sur les trails. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont très vraiment light. Ils sont toujours en train de regarder leur pace et tout. Enfin, nous, quand on est dans les Alpes, les paces, on est en train de monter, on est à 15 minutes au kilomètre. On regarde pas trop, quoi. Mais eux, ils sont toujours en train de regarder ça et c'est intéressant. Après, les pays nordiques, c'est un peu plus froid, quoi. C'est pas, tu retrouves pas une ambiance vraiment folle. En Angleterre, j'avais bien aimé le fell running. C'est pas mal aussi comme esprit, quoi. C'est vraiment courir dans la boue, sans aucun matos, avec un débardeur, avec des crampons et ouais, c'était aussi un esprit assez sympa, quoi. Ok, c'est intéressant ça de voir comme ça, je trouve les différentes façons de voir le trail, parce que nous, on est un peu français, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui existons, mais en fait, il y a plein d'autres façons de vivre le trail, et c'est intéressant de voir que bon, il n'y a pas que notre pratique qui existe. Ok, merci pour ton partage. Est-ce que tu as réussi à te faire un calendrier 2021? Parce que c'est vrai que l'année 2020 et 2021 sont des années un petit peu particulières. On monte beaucoup de projets, on n'est pas sûr que ça va se faire. Comment est-ce que toi, tu vis cette période et comment est-ce que tu le vis pour le futur? Alors pour 2021, oui, on calendrier, on peut tout le faire. Après, il faudra voir ce qui a lieu ou pas. Comme l'année dernière, on voulait retourner à Madère. Ben, je pense très honnêtement que nous allons pas y aller. Et ouais, mi-avril, ouais. Surtout que là, que le Portugal est vraiment, je crois qu'en zone, je sais pas s'il y a des couleurs, mais ce serait plutôt rouge. Et ensuite, on veut faire le Lavaredo. Et on est inscrit à l'UTMB. Après voilà, hein, on ira peut-être au coup par coup. On ira sur ce qui se passe, quoi, faut s'adapter, quoi. Du coup, voilà, on s'entraîne à la maison, on essaye comme je te dis, de profiter de ces périodes off pour justement essayer de s'améliorer dans les points qui nous demandent plus d'entraînement et plus de temps pour s'améliorer. Du coup, voilà, on essaie de vraiment mettre le crescendo là-dessus en attendant que quelque chose se déverrouille et que quelque chose ait lieu. Mais c'est vrai que oui, on a quand même envie de courir. Ouais.
Oui, oui, oui. Oui, on en veut. Non, mais c'est vrai que oui, surtout en ultra, on n'a pas eu trop les courses qui ont pu avoir lieu l'an passé, ça a été peu des ultras parce que c'est quand même plus compliqué avec le contexte. Nous, on a réussi à faire l'UTCAM dans le Mercantour. On avait hésité avec la belle étoile, la belle l'échappée belle, voilà, Ça fait c'est belle. ça. Et parce que ça serait vraiment sympa à faire. Mais du coup, ben voilà, on espère que quelques-unes auront lieu et on y sera, quoi. Je me souviens de ta vidéo, enfin la vidéo de Bastien à l'arrivée de l'UTCAM où tu avais coincé ton bâton. Ouais, première course avec les bâtons, parce qu'avant je pensais que les bâtons, oh, j'étais présomptueux, je disais les bâtons c'est pour le ski, quoi, ça Mm. sert à rien. Mais en fait j'ai vu que c'était pas mal et que ça m'économisait pas mal les jambes. Du coup je me suis dit que j'allais tester sur l'UTCAM. Mais bon voilà, il y a encore quelques petits réglages comme tu l'as souligné. Elle a fait un bon montage d'ailleurs, ça peut être retrouvable assez facilement ça, en tapant bâton Germain Grangier. C'est clair, c'était bien marrant. Ok, cool. Tu dis on à chaque fois que tu parles d'un projet que tu vas faire sur l'année 2021. Est-ce que toutes les courses que tu fais, tu les fais avec Cathy? La plupart des courses qu'on fait, ouais, on a une pratique où on est un petit peu motivé par. Il y a pas énormément de courses qui nous motivent, on va dire d'ultra qui nous motivent, il y en a quelques-unes. Donc c'est vrai qu'on essaye de les sélectionner, de les targeter ensemble pour vivre quelque chose ensemble. Et c'est généralement aussi l'occasion, comme je te dis, alors comme si c'est aux États-Unis, de passer voir la famille et de planifier plutôt un voyage. Et si c'est en Europe, voilà, là cet été, on a fait un projet entre Servigna et Chamonix. Et du coup, voilà, on est resté 1 mois et demi avant dans la région. Et c'est l'occasion de reconnaître les passages et aussi voilà, de voyager, de partager ces choses-là. Et si on va dans les Dolomites, c'est un petit peu la même idée, hein. C'est bah, pour, euh, pour visiter l'endroit, même si moi j'aimerais bien y retourner l'hiver aussi. Mais voilà, c'est pas uniquement de faire un stop and go, quoi. C'est vraiment de se poser sur l'endroit. Bon, Chamonix, on connaît forcément, mais les autres, voilà, Madère, on adore. L'autre fois, on était resté ouais, peut-être presque 3 semaines. Et ouais, c'est pour voilà, pour essayer de profiter du fait que, comme tu l'as dit, on vive de ça et du coup, on n'a pas de contraintes, on n'a pas d'enfants, donc voilà, on allie l'utile à l'agréable. Ah, c'est vraiment chouette de pouvoir partager comme ça sa passion avec sa femme, enfin sa future femme peut-être, dans son couple comme ça. C'est vrai que c'est un problème qui revient souvent hein, quand on écoute les trailers qui disent que quand ils vont s'entraîner, ils peuvent pas trop y aller parce que sinon c'est du temps qui passe pas en famille, etc. Et de pouvoir conjuguer les deux, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette pour vous de pouvoir le faire comme ça. C'est un Ouais, problème en c'est moins. clair. Ouais, après, c'est pas non plus tous les jours facile puisque il y a d'autres contraintes qui se posent, mais bon, après, bon, on va pas se plaindre, ça va. Alors c'est quoi les contraintes? On veut savoir. Ah merde. Non, Mais c'est vrai parce que sur le papier, en fait, ça paraît idéal, en fait, de partager sa passion, de pouvoir aller courir ensemble, etc. Et pas d'avoir quelqu'un qui dit, ouais, t'es toujours parti aller courir le dimanche matin ou quoi. Et du coup, faut aussi présenter les inconvénients. S'il y en a. Ouais, les inconvénients, au final, c'est que des fois, ta pratique, c'est un peu un exutoire où tu te dis, bon, là, je vais me retrouver tout seul, etc. Au final, on partage beaucoup d'entraînement et on partage notre vie aussi. Donc, c'est super sympa des fois de les partager, mais des fois, tu as juste envie d'être tout seul et de vivre quelque chose plus tout seul. Donc, il faut trouver ce bon équilibre. Des fois, Cathy ne veut pas venir avec moi parce qu'elle en a marre que je sois un peu tout le temps devant.
c'est pas aussi très, très évident à vivre au jour le jour quand tu te sens pas super bien et que t'as l'autre devant qui fait des allers-retours et qui dit, ah, ça va, c'est beau, hein. Du coup, tu vois, elle dit, ouais, c'est beau, non, mais ça suffit. Ou moi, des fois, où j'ai pas envie d'attendre, par exemple. Voilà. C'est toujours pareil, c'est le fait de la répétition qui, au final, te dit, bon, ben, j'ai envie d'aller skier, j'ai envie de descendre, j'ai pas envie d'attendre 5 minutes Cathy qui est en train de descendre. Voilà, c'est pas parce que t'as pas envie d'attendre, mais c'est le fait que c'est un événement qui se répète au bout d'un moment. Ben voilà, c'est comme ton travail au bout d'un moment tous les jours, c'est bien, mais au bout d'un moment, bah, ça reste ton travail. Donc, bah, c'est pareil, il suffit juste de trouver l'équilibre. Tu vas de temps en temps tout seul et du coup, tu es super content de partager d'autres moments ensemble. Donc, c'est toute cette histoire d'équilibre. Et il faut que voilà, mon équilibre soit le mien et celui de Cathy soit le sien. Et puis après, voilà, la mayonnaise prend. Mais oui, voilà, après, c'est des détails. C'est sûr que c'est plus facile le dimanche matin de partir 6 heures et de se dire qu'on va pas rater le repas de famille, quoi. Le poulet frites. Voilà. Le poulet frites maillot, quoi. Le fameux. On en redemande. Voilà. Ok, ça marche. Justement, en parlant un petit peu de ton entraînement, tu nous parles que tu fais un petit peu de ski, surtout en cette période. J'imagine que chez vous, ça doit y aller. Hein. J'ai vu quelques vidéos que tu nous partages assez régulièrement sur. Attention, t'as un stylo qui est tombé, je crois. Ouais. Je me suis fait attaquer. Et je prends des notes. Voilà. Ouais, vas-y, dis-moi. Les gens qui écoutent en podcast, ils vont rien comprendre. Je suis désolé. Ouais. Quelle séance est-ce que tu détestes le plus effectuer, me demande Jean-François. Quelle séance je déteste le plus effectuer? J'aime pas trop courir à jeun. Et tu le fais du coup? Tu le fais quand même ou... Ouais, parce que comme j'aime pas, je le fais. Parce que je me dis que c'est bien, tu vois. Il faut que je fasse des trucs que j'aime pas. Non, généralement, j'aime bien faire des trucs que j'aime pas. C'est pas mon côté sadique, mais si en fait j'aime pas, je me dis que c'est pas mal que je me force à faire ces choses-là. C'est comme au début, en fait, j'aimais pas trop courir sur le plat, même pas du tout. Moi, je disais toujours un peu comme tout le monde, le plat, le trail, ça sert à rien, machin truc. Mais en fait, ouais, petit à petit, j'en ai fait et là, j'adore, en fait. On est dans un groupe avec Cathy, on est dans un club à Nice d'athlètes. Mais je suis refait, quoi. Quand je fais des séances avec eux, ça me plaît. Je me tourne de la piste, j'aurais jamais cru, quoi. Et ouais, donc quand les gens me disent, ouais, tu vas descendre faire... parce que descendre, en fait, nous, comme on est dans les montagnes, on descend pour aller à la piste. Mais non, ça me plaît en fait et ça m'apporte. Donc ouais, au début, j'aime bien faire des trucs qui me plaisent pas et au final les tourner en choses que j'apprécie. Donc ouais, au début, j'aimais pas trop courir à jeun parce que j'étais assez rouillé en fait quand je sortais du lit. En fait, j'ai toujours 20 à 25 minutes où il faut que je me dérouille et tout et c'est pas très agréable. Mais voilà, j'ai appris à l'apprivoiser et ça va de mieux en mieux. Donc après, non, j'aime bien un peu tout. Mais sinon, la raquette, j'aime pas trop, quoi. C'est tout, quoi. La raquette, marche avec des raquettes, pas faire des sports de raquette, on est d'accord. Ouais, j'aime pas. J'aime pas du tout, là. J'ai un problème. J'aime pas la raquette. Un blocage. Voilà, j'aime pas la raquette. Okay. Et les gens qui dans ma trace de ski, eh ben, ils montent en raquette. Du coup, ils explosent. Du coup, ça m'énerve. Ça, c'est comme la vague à un surfeur, quoi. C'est des trucs qui se font pas. Ouais, alors là, surtout, non. J'aime pas la raquette. Pas déconner. Déconner, mais pas avec la raquette. Pas déconner. Ok. Alors justement, comment est-ce que tu fais mentalement? Est-ce que tu as des techniques que tu t'appliques à toi-même pour justement faire les choses comme ça que tu n'as pas envie? Tu vois, on connaît tous ce moment. On rentre du boulot le soir, on a passé une journée, je sais pas, peut-être au bureau un peu compliqué, on n'a pas envie d'aller courir encore une fois. Enfin voilà, on a juste envie d'être peinard, se mettre devant la télé.
Est-ce que toi, tu as ces moments-là et comment est-ce que tu fais si tu as des techniques pour quand même y aller t'entraîner? Ouais, je vois bien ce que tu dis. Validé. Alors, ouais, alors généralement, le truc, c'est qu'il faut savoir si est-ce que tu es vraiment fatigué ou est-ce que tu as un poil dans la main. Donc ça, c'est ça, c'est important d'essayer de prendre du recul et de mettre en perspective. Voilà, c'est parce que si tu es vraiment fatigué, ça sert à rien. Et puis si tu as un poil dans la main, généralement, au bout de 15-20 minutes, ça se passe mieux. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'y vais quoi qu'il arrive. Je fais mon échauffement et puis voilà, j'avise. Si je sens que je suis vraiment fatigué, je continue, je fais un footing et je rentre. Des fois, il y a des séances qui tombent à l'eau et qui sont reportées 2 jours après. Je pense que sur des séances dures, c'est important quand le travail n'est pas axé sur la fatigue, d'être vraiment en forme et de pouvoir pousser, quoi. Donc la plupart du temps, voilà, si j'ai du mal à démarrer, je mets un petit peu de musique, je danse un petit peu, tu vois, j'aime bien le zouk, hein. Zumba. C'est très à la mode d'ailleurs, ça. Il y a beaucoup de cours de Zumba avant pour l'échauffement. La Zumba, c'est le sport national maintenant. Ah oui, la Zumba, c'est vraiment, c'est incontournable là maintenant. Si tu n'as pas fait de la Zumba le mardi soir, c'est pas normal, quoi. Non, mais honnêtement, moi, j'aime bien mettre un petit peu de musique quand j'ai du mal à me chauffer, tu vois. Je m'imagine un petit peu en concert, tu vois. Ok. Non, je rigole. Ouais, non, mais oui, je vois bien le moment où tu es là, tu sais pas pourquoi tu dois partir, courir, mais tu te mets à balayer ton salon, tu sais. Tu vois ce moment-là, tu fais que des trucs que tu n'aurais jamais fait normalement. Tu dis, oh là, ça c'est ça, non, je vais le laver. Non, non, en fait, il faut que tu ailles courir. Là. Mais du coup, tu laves tout, et puis après, tu vas courir beaucoup trop tard. Voilà. Mais c'est bien. Il est trop tard, tu peux pas y aller maintenant. Voilà, c'est le couvre-feu. Ah, merde. Mais bon, c'est propre. Ok. Ça marche. Donc, ouais, se forcer et puis aviser, quoi. Ouais, voilà, généralement, oui. Généralement, c'est parce que tu as vraiment besoin d'un coup de pied au cul, quoi, en gros. Et puis, ouais, voilà, il faut vraiment aviser. C'est super important, surtout en trail, quoi. C'est cet auto-feeling, quoi, d'essayer de voir. Je veux dire, celui qui est vraiment qui performe en trail, je veux dire, par rapport à ses propres attentes, hein, par rapport à ce que tu veux faire, c'est celui qui se connaît vraiment bien, quoi. Si tu arrives à identifier les moments où tu as besoin de ça, ou les moments où il faut que tu ailles t'entraîner, les moments où, ok, tu es bon en endurance, il va falloir que tu fasses un peu plus d'intensité, etc. Voilà, c'est vraiment la connaissance de soi, hein. Surtout en ultra. Alors là, si tu arrives à apprivoiser rapidement qui tu es, comment tu fonctionnes, ce dont tu as besoin, ce qui marche pour toi, et pas seulement en course, hein, à l'entraînement, là c'est là où c'est super intéressant parce que tu es en constante adaptation et en constante amélioration à propos de toi-même, quoi. Donc ça c'est vraiment un super développement personnel. Enfin moi c'est comme ça que je conçois aussi l'activité, quoi. Mais alors toi qui justement as fait un petit peu d'autres sports comme le vélo, le ski, etc. Est-ce que tu trouves que le trail c'est le sport de prédilection pour pouvoir se connaître de façon générale, parce que moi j'en ai pas trouvé d'autres sports qui te permettent d'avoir une connaissance de toi aussi poussée. Alors je pense que ça c'est un petit peu typique des sports d'ultra endurance, à mon avis. C'est vrai que sur des formats je veux dire, sous les 10 heures, tu arrives généralement à plus ou moins prévoir ce qui va se passer, mais que ce soit en entraînement ou que ce soit en course, voilà, tu bascules pas vraiment dans cet état où voilà, c'est l'inconnu et comment tu vas réagir, etc. Même si le plus souvent tu fais l'extra long, le plus souvent tu te connais, mais il y a toujours, même chez les athlètes les plus forts, il y a toujours au départ d'un ultra, il y a toujours de l'appréhension, quoi. Il y a toujours
de l'incertitude. Et de ce point de vue-là, oui, c'est clairement, j'ai jamais fait enfin, maintenant que je fais de l'ultra, c'est sûr que j'ai fait des séances de vélo ou des espèces de défis de vélo qui ont duré super longtemps et que tu te retrouves dans le même état. Et après, oui, j'ai envie de dire, même là, ceux qui sont vraiment très bons là-dedans, c'est les montagnards, les alpinistes, là, c'est encore un autre niveau. Enfin, on va dire que nous, on n'est pas des rigolos à côté, mais si, parce qu'eux, ils font des journées qui sont complètement énormes. Alors, la dépense énergétique est pas la même, puisqu'ils sont pas en mouvement aussi rapide que nous. Mais voilà, c'est des gens qui vont partir pour 48 heures en montagne avec 2 bananes et 2 bars, quoi. Et là, tu dis, ouais. Là, tu dis, ils vont dormir à un bivouac sur une falaise, quoi. Donc, ouais, moi, j'aime bien écouter ces récits-là et c'est super intéressant parce que tu dis, voilà, moi, j'ai des amis qui vont en montagne, qui me disent, ah, moi, je prends une barre tous les 4 heures, tu pensais bien? Oui, 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 oui. Après, le corps s'adapte à ce que tu manges, hein, mais c'est super inspirant, quoi. Parce qu'ils sont dans la contrainte où ils doivent pas porter trop de poids, ils préfèrent porter un duvet en plus. Et ouais, ça, c'est quelque chose qui m'inspire et je pense que dans ces disciplines-là, tu vas encore vraiment plus loin, quoi. Parce que là, tu es dans des éléments vraiment extrêmes, dans des altitudes extrêmes, dans une technicité qui est extrême. T'as pas beaucoup à manger, très peu à boire. Et là, je pense que c'est quand même un autre niveau, quoi. D'ailleurs, au début du trail, de l'histoire du trail, quand les premières personnes comme ça ont commencé à parcourir des sentiers montagnards en courant, le trailer était assez mal vu par les montagnards, les purs et durs. Qu'en est-il maintenant? Est-ce que il y a une espèce de guéguerre un peu ou moi en tant que Breton je connais pas ça parce que nous c'est 385 mètres le plus haut sommet de Bretagne. Il n'y a pas de conflit à ce niveau-là. T'entends bien avec des alpinistes bretons. Avec ou sans oxygène, ça passe. voir, quoi. Bah, il y a toujours pas cette guéguerre, mais cette confrontation où en fait voilà, le milieu de la montagne, que ça soit des guides ou etc. C'est vrai que c'est des gens qui sont tout le temps d'un point de vue sécurité vraiment au top, quoi. Ils ont toujours le coup d'avance, quoi. Tout ce qui va se passer, il y a forcément une solution de secours. Alors c'est vrai que quand tu vas en montagne et que tu es plutôt, on va dire, d'un point de vue alpiniste, en mode light, et d'un point de vue trailer en mode oversize, puisque tu as pris plus de couches, tu as pris plus des crampons, du matériel que tu prends pas forcément quand tu fais une sortie classique. C'est vrai que voilà, il y a toujours cette confrontation où voilà, il y a cette prise de rythme, hein, le fast and light, comme tu dis, il y a cette prise de risque où alors tu t'exposes moins longtemps, puisque tu es censé aller plus vite. Mais voilà, la prise de risque, elle est quand même beaucoup plus haute. Mais le temps d'exposition, il est plus bas. Voilà. Donc c'est toujours l'histoire de compromis, quoi. Et puis il faut faire des choix. Tu sais que si tu vas tomber dans une crevasse et que tu es tout seul, bon voilà. Fin de l'histoire. Voilà, fin de l'histoire. Ou si tu ripes parce que tu as pris des baskets et que voilà, il faut partir en connaissance de cause et surtout, voilà, quand tu fais des choses comme ça, il faut soit avoir une grosse connaissance du milieu. Et généralement, les choses qui sont médiatisées, ces exploits un peu en haute montagne par rapport au niveau d'évolution des trailers, qui est plutôt un peu plus basse montagne, c'est souvent médiatisé, mais on voit très peu le travail qui est en amont, en fait. Et c'est là où c'est vaste. Tout le travail qui est en amont, on le voit pas, et c'est un travail qui est énorme. Bon, excuse-moi, il y a Siri qui s'est développé. Et du coup, ouais, voilà, il y a tout ce travail où il y a une recherche des conditions, il y a une recherche de l'itinéraire, tout a été planifié, il y a même des records où il y a des gens qui ont fait la trace avant, des gens qui ont fait des traces au piolet, et ça, on le voit pas. Donc, du coup, c'est vrai que pour le trailer lambda, c'est quelque chose
qu'il faut prendre en cause quand tu vas faire justement quand tu vas faire ce genre de choses, quoi. Il y a un gros travail de préparation, quoi. Non, c'est intéressant de le rappeler parce que c'est vrai que bon, le Mont Blanc, par exemple, pour citer que lui, parce que c'est le plus connu, mais c'est vrai que c'est assez maintenant c'est assez accessible d'y aller en mode alpinisme avec un guide. Enfin voilà, ça se fait. Et ça, c'est vrai que c'est tentant hein, de toujours aller chercher le petit truc en plus, le petit risque et de faire l'aller-retour rapidement. Maintenant, perso, j'ai prévu de le faire cette année et ce sera avec un guide, hein. C'est bon. Ok, donc c'est bien de rappeler justement que les gens qui font ça, c'est des gens qui sont aguerris et qui sont pas tout seuls souvent à préparer ce genre d'épreuve. Ok, il y a Julien qui nous demande si, vu la situation actuelle est encore incertaine pour les mois à venir, que penses-tu des trails en off, pour ou contre? Est-ce que tu pratiques le off? Ouais, alors off, ouais, bah, tous les jours forcément. On est tous les jours off forcément. Mais oui, carrément, bah oui, moi je suis complètement pour ce genre de défi. On va dire le défi, il est de l'autre côté de ta porte ou de l'autre côté de ta fenêtre. Et oui, j'encourage tous les gens à se poser sur la carte autour de chez eux. La plupart du temps, on a plein d'endroits autour de chez nous qu'on connaît pas, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Moi, autour de chez nous, il y a plein de montagnes, mais t'as vu le stylo? Mais du coup, c'est vrai qu'on passe rarement de l'autre côté de la montagne. Tu vois, t'es un petit peu comme, on va dire, comme la faune, tu vois, t'as tes quartiers, quoi, tu restes un petit peu toujours autour. Mm. Et bah, j'ai envie de dire que actuellement, c'est vraiment l'occasion ben voilà, pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et au jour le jour, j'aime bien faire ça. Je me dis, bah tiens, chaque jour, j'essaye de rajouter, que ce soit en ski ou autre, des portions de forêt où je suis pas allé, à un bout de couloir que j'ai pas fait, un truc comme ça. Et ça me plaît vachement de me dire que tiens, j'expand un petit peu le cercle de mes connaissances autour de moi. Et ouais, c'est super intéressant. Et oui, j'encourage bien sûr tout le monde à aller un peu plus loin et faire des nouveaux trucs. Puis de toute façon, c'est que comme ça que tu peux continuer à pratiquer parce qu'à un moment, tu tombes dans une routine où tu fais toujours le même sentier ou la même descente. Et même si ce que tu découvres, c'est moins bien que ce que tu fais que d'habitude, t'es super content, quoi. Parce que tu as fait un truc nouveau. Donc ouais, non, c'est carrément. Mais c'est vrai, hein. Enfin, moi, j'arrête pas de le dire, hein. Maintenant, cette année, peut-être l'année prochaine encore, c'est plan A, plan B, quoi. T'as prévu de faire ce trail-là, ok, tu te prépares pour faire ce trail-là. Si ce trail-là ne peut pas se faire, au moins, t'as prévu un plan B et potentiellement un off, quoi. Et potentiellement le même trajet que t'auras mis sur ta montre et puis go, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. Bah, je pense qu'il faut même pas préparer vraiment quoi que ce soit et juste maintenir un niveau de condition et un niveau de plaisir au quotidien voilà, tu peux avoir des axes de développement propres à toi qui t'intéressent, mais je pense que préparer, c'est vraiment tomber dans la déception, quoi, parce que tu vas préparer, tu vas préparer un truc, tu vas être déçu, tu vas préparer un autre truc, tu vas être déçu. Donc je pense qu'il faut bien s'entraîner au quotidien et essayer de développer des axes personnels plutôt propres à toi. Et puis voilà, tu vois qu'il y a une course qui a lieu, bon bah tu vas et puis tu prévois plutôt des trucs qui te font vibrer, quoi. Enfin, c'est ma vision, quoi. ouais, c'est une bonne vision, je pense, pour encore l'année 2020, pour éviter d'être trop déçu ouais, sur cette année, malheureusement. C'est ça. Comptes-tu refaire des marathons dans le futur? Et ben ouais, j'aurais aimé refaire un marathon cette année. Ouais, ça fait 2-3 ans qu'à chaque fois, l'hiver, j'aime bien. Bon, on habite dans le haut du Mercantour, donc dans les Alpes-Maritimes, qui est un petit peu le premier bastion des Alpes, c'est les Alpes du Sud, avec Isola 2000, pas mal de sommets autour sympas. Donc c'est vrai que nous, l'hiver, c'est soit ski. Bon, le trail, c'est mort, hein, il y a trop de neige. Donc c'est soit ski, soit en cours sur le plat. Donc ça fait 2-3 ans, même un poil plus, mais bien 3 ans, qu'en gros l'hiver on alterne avec ski de rando et course à pied à plat.
Donc on a un tapis maintenant, ce qui facilite pas mal la chose quand la route est enneigée. Et donc ouais, voilà, on fait soit du plat, soit du ski. Et du coup, c'est vrai on s'amuse un petit peu à préparer des 10 km. Et l'an passé, je m'étais chauffé un petit peu pour faire un marathon, même si c'est vraiment pas facile de faire une prépa marathon en habitant entre 1500 et 2000 mètres, quoi. Donc du coup, pour faire ça vraiment sérieusement, faudrait s'y mettre et habiter plutôt autour de Nice, quoi. Mais ouais, c'était prévu d'en refaire un. Mais du coup, il y en a pas, quoi, à cette période-là. Donc du coup, alors soit je vais peut-être en faire un off avec peut-être Cathy qui fera le pacer sur le vélo, ou soit pas du tout. Donc je sais pas. À voir. Voilà, exactement. À T'es voir. à combien en marathon pour info? Tu sais, tu connais ton Mais temps? j'ai fait 2h29 l'an passé. Donc, Rien que ça. mais bon, j'en ai vraiment chié à la fin. Et au bout de 30 bornes, tout le monde me disait le mur du marathon. J'allais dire, oh, moi, le mur du marathon, j'ai déjà fait beaucoup plus long. Je le prendrai pas. Mais si. Peine Mais pas. c'est assez bizarre. Hein. Dans les jambes, ça fait vraiment bizarre. C'est le fait de répéter vraiment la même foulée. Tu te retrouves au bout de 30 bornes, tu dis, waouh, il en reste 12, c'est la fin du monde, quoi. 12, c'est énorme. Et là, Donc ouais, c'est super, hein, j'aime bien faire des trucs que j'ai jamais fait. Et je m'étais bien pris au jeu, donc ouais, j'aimerais bien refaire. J'aime bien tout faire, ça me plaît. Courir, court, long, moyen. Ok, 2,29, rien que ça. Bon, impeccable. Bon, même, je sais pas, c'est quoi le record du monde? Ça dépend. Si on compte le dopage technologique, de l'assistance, etc., on est sous les 2 heures. Sinon, Ouais, en vrai, je crois, c'est quoi? C'est 2h02, 2h03? 2-2, Non, ouais. 2h01, 2h02. Ouais. 2-2, je crois. Ouais, voilà, ça fait 27 minutes quand même. Hein, Il y c'est a une la marge de moitié de cette progression. interview, quoi. Ça fait long quand même, tu vois, il y a le temps de parler quand même. Hein. Ah ouais, c'est vrai que vu comme ça, ouais, ça fait long. Ouais. Bon, bah écoute, on arrive à la fin. Il y a quelques questions encore. Est-ce que tu as encore quelques minutes à nous accorder? Mais bien sûr. Allez, c'est parti. Donc la petite histoire qu'il va falloir que tu nous remettes dans le contexte, et Julie qui nous demande, peux-tu nous expliquer la stèle Johan Stuck que vous aviez filmée en story avec Organic Coach? Alors, je ne connais pas l'histoire, donc si tu peux nous l'expliquer, ça me va bien. Organic Coach, en gros, c'est mon coach, c'est aussi le coach de Johan, c'est Nicolas Lebrun, notre coach. Et du coup, en gros, Johan est très à l'aise sur des sentiers roulants, etc. Et Nicolas Lebrun habite à Digne. Et en gros, derrière chez lui, il y a un sentier qui est assez infâme, qui est très raide, plein de roches assez meubles. Et alors des fois elles sont dures et des fois elles sont meubles. Alors tu sais jamais où mettre les pieds. Enfin, et entre des buissons qui piquent, un truc dégueulasse, quoi. Et du coup, il avait emmené Johan pour le tester là-dessus sur une descente technique que Johan n'est pas trop à l'aise sur des trucs dégueulasses comme ça. Et du coup, voilà, comme il avait super bien performé et aimé dans ce sentier, voilà, on a dit qu'au milieu, il y avait une espèce de cairn et on l'a appelé la stèle Johan Stuck en mémorium à sa belle performance sur ce sentier. Du coup, quand j'y passe, à chaque fois, je fais allusion à Johan et sa stèle, quoi. C'est un petit peu comme les stèles qu'il y a dans les cols en vélo pour les champions qui ont fait des trucs. Du coup, voilà, c'est une boutade pour chambrer Johan et lui dire qu'il y a la stèle dans le sentier, quoi. Voilà. Ok, ça marche. J'imagine bien tronche à chaque fois qu'il passe devant. C'est ça. David qui nous demande si tu as une idole en trail. Qui est ton idole? Mais toi, c'est qui? Une idole en trail, je sais pas. J'aime bien le côté américain. J'aime bien Rob Krah. Alors, je sais pas si tu connais pas. Non. Bon, ouais, c'est un gars qui parle pas trop, qu'il a une grosse barbe, il est vraiment focus.
Il était vraiment performant il y a 6-7 ans où il a gagné plusieurs fois la Leadville, etc. Et ouais, j'aimais bien ce gars-là parce qu'il est assez terre à terre, vraiment des fois très mystérieux en fait. C'est un gars que tu n'arrives pas trop à cerner. Après, c'est clair que après Kylian reste un idole. En fait, ce que j'aime bien, c'est Kylian, c'est sa polyvalence, quoi. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment dans la construction, et c'est là que je trouve qu'il est super fort, quoi, dans cet aspect-là, d'être super fort sur du court, sur du long, sur n'importe où, quoi. Et après, pour le long, c'est vrai, François. Pardon ? Sur 100 km, on ne sait pas ce qu'il vaut. Sur 24 heures, pardon. 24 heures. Ah oui, je me disais, j'avais pas compris. Ah, mais avec Jim Wesley qui fait 100 km, je m'y perds. Ouais, c'est ça. Après, ouais, sur le long, c'est vrai que François est quelqu'un qui m'inspire de par sa décontraction. J'aime bien, il est simple, François de la planète Trail. François Hinault, bien sûr. Ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Le fameux. Oui, bien sûr. Ouais. C'est sûr que François Daen, il est impressionnant pour ça. Tu as l'impression que tout est un petit peu facile, que ça déroule, quoi. Ouais, même si ça l'est pas, hein, mais j'aime bien cette décontraction. En termes d'image, c'est agréable à voir. Ouais. Ok, ça marche. Donc c'était Rob Krah, c'est ça ? Rob Krah, yeah. Krah. Ça roule. J'irai voir ça. Ouais. Germain, où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes aventures, tous tes projets, tout ce que tu nous partages ? Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça ? Bah, chez Carrefour, au rayon librairie. Hein. Ok. Il y a un bouquin qui Non, pour être original, sur mes réseaux sociaux, sur TikTok. J'ai un TikTok maintenant. C'est vrai ? J'ai créé un TikTok il y a une semaine. Ah, moi, ça a duré une semaine, hein. Ça pas plus. Voilà. Parce que j'ai rencontré des gens très jeunes et ils m'ont dit « Ouah, t'es pas sur TikTok ?» Je dis « Bah non. » Ils m'ont dit « Mais il faut que tu sois sur TikTok. » Du coup, ça m'a intrigué. Je suis allé sur TikTok. Et du coup, je suis pas très actif, hein, forcément, mais voilà, c'était pour déconner. Mais non, sinon sur Insta ou Instagram. Voilà, sur Instagram et à peu près. Facebook et ton site. Voilà, après, oui, voilà. Après, voilà. Pas toujours très intéressant, mais voilà. Dans la description. Ouais, voilà, tous les liens. Voilà, tout. Je mettrai tout, même celui de Carrefour. Voilà, Carrefour, Strava, tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021 ? Pas grand-chose. Hein. Moi, je suis très, très chanceux de ce qui se passe. Tous les jours, il y a de la bonne neige. Tous les jours, il fait bien beau. On est en vie, tout marche bien. Donc voilà, si les courses reprennent, c'est cool. Mais bon, après, voilà. Pour l'instant, tout va bien. C'est un très très joli mot de la fin. Pour l'instant, tout va bien. Donc, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Germain, d'avoir participé à cette heure en notre compagnie. Merci beaucoup. 1h06, par contre. Pardon ? Sois précis, c'est pas 1h, c'est 1h06. 1h06. Bientôt 1h07. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir participé encore une fois dans les commentaires. On se retrouve mercredi prochain avec un nouvel invité dont je vous dévoilerai dimanche prochain. Voilà, allez, à très bientôt. Bonne soirée. Bye bye. Il y a un jingle ? Il n'y a pas de jingle de fin, il n'y a que un arrivé. Ok, bon, ça marche. Là, c'était filmé au défi, là, il faut que je fasse un jingle de fin. Bah oui, ouais, un truc bien. C'est ça. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.